Élection départementale 2015, toutes les infos pour comprendre les enjeux de ce scrutin. Tout de suite, le sommaire. Coup d'envoi officiel de la campagne. 18 000 candidats vont s'affronter dans 2000 cantons. Ils devront mobiliser un électorat tenté de se détourner de ces élections. Ne les appelez plus élections cantonales, on parle à présent des élections départementales. Tout ce qu'il faut savoir sur le nouveau mode de scrutin avec Saveria Rojek. Et on s'intéressera au rôle des départements. Ils sont en première ligne sur l'emploi. Reportage dans une laiterie d'Indre-et-Loire. Avec le soutien du département, elle va pouvoir s'agrandir et recruter du personnel supplémentaire. On vote les 22 et 29 mars prochains. Pour la première fois, les électeurs sont appelés aux urnes pour élire les conseillers départementaux. Ils remplacent désormais les conseillers généraux. Les nouveautés de ce scrutin menacé par une abstention record. Cécile Sixou. C'est des élections bientôt. C'est des sélections du quoi? Départementales. Je sais pas du tout, mais je sais qu'il y en a. Mais Présidentielles, non? Les élections cantonales. Les élections départementales n'attirent pas les foules. Un Français sur 3 ne serait pas au courant que les 22 et 29 mars prochains, ils sont invités à aller voter pour élire leurs conseillers départementaux. La cause, selon Xavier Chinot, expert électoral, c'est une vraie méconnaissance de cette élection. On a une espèce d'usine à gaz un peu complexe où on élit des binômes paritaires avec des suppléants. C'est pas très clair pour les gens. On a changé la taille des cantons, on les a divisés par 2, ce qui fait que les cantons sont plus gros. Donc quand il y avait un fait local assez fort, on connaissait son conseiller général parce qu'il est le maire d'une grande commune. Il y a une partie du canton où on ne va plus le connaître, et donc ça va atténuer l'effet vote local au profit du vote national. Conséquence, 57% des Français n'auraient pas l'intention d'aller voter, une abstention qui pourrait faire le bonheur du FN. Selon un sondage Odoxa, le parti de Marine Le Pen serait en tête avec 33% des suffrages devant l'UMP et le PS. Ça signifie qu'au soir du premier tour, dans la plupart des cantons de France, on verra plus souvent des duels entre l'UMP et le Front National que des duels habituels gauche-droite. Ça signifie, ça préfigure aussi probablement une victoire de la droite au second tour dans un maximum de départements et en même temps de gros problèmes pour Nicolas Sarkozy et l'UMP sur les arbitrages qui auront lieu dans l'entre-deux tours. Le niveau de l'abstention sera donc déterminant pour l'accession au deuxième tour. En effet, les règles électorales sont strictes. Il faudra obtenir plus de 12,5% des électeurs inscrits pour y parvenir. Et pour ce nouveau rendez-vous sur Public Sénat, Mickaël Zamès nous a rejoint. Alors Mickaël, avec vous, on va voir les échos et les coulisses de cette campagne. Elle a commencé officiellement aujourd'hui et pourtant, depuis plusieurs mois maintenant, on nous parle beaucoup du Front National, Mickaël. Ouais, elle commence fort et c'est Manuel Valls, évidemment, qui en a parlé pendant tout le week-end. Évidemment, le message qu'il a adressé, cette peur du Front National, ça ne vise pas directement les électeurs du Front National, mais c'est plutôt un message aux abstentionnistes de la gauche. En somme, c'est le péri de Fontis pour faire bouger les abstentionnistes. Il avait déjà fait le coup, c'était lors de la législative partielle d'Anjou, ça avait plutôt bien fonctionné. En plus, Manuel Valls, il risque pas grand-chose. Au pire, ils perdent largement et c'était prévu. Au mieux, ils arrivent à garder quelques départements et ça sera la victoire de Manuel Valls. Donc, vous voyez, sur le risque, il n'y a pas grand-chose. Sa stratégie, elle est plutôt contestée sur sa gauche, voire même par Martine Aubry, qui est même sortie de sa réserve. Je vous livre ces mots. Il ne faut pas avoir peur, il faut combattre et d'abord s'adresser à la raison des citoyens. Vous voyez là tout le problème de la gauche. D'un côté, cette stratégie pour lutter contre le FN. Pour les uns, il faut déconstruire, c'est-à-dire parler du programme, de l'économie, du social. Et pour les autres, il faut attaquer sur la valeur morale. C'est ce que fait Manuel Valls. Et du coup, il en profite et il continue à accélérer, ce qui permet aussi de dire que ce débat à gauche comme à droite ne fait que commencer. Un mot, Mickaël, sur le sondage du jour. Alors, il ne concerne pas les partis politiques, pour une fois. Ça concerne les Français. 52%. On sommes pour la suppression des conseils généraux. À noter quand même que c'est 8 points de moins que l'année dernière. Et où est-ce qu'on trouve le plus de fervents supporters de la suppression des conseils généraux? Eh bien, c'est en Île-de-France.
Alors maintenant, on va voir un petit peu comment les candidats font pour faire parler d'eux, hein, Mickaël. Voilà, vous connaissez bien les professions de foi, on les retrouve dans les boîtes aux lettres, ça permet de voir un petit peu la teneur des propositions. Les documents sont distribués un petit peu partout par les candidats et plus souvent, ils sont ennuyés. Alors voilà une candidate qui a trouvé l'inspiration largement inspirée de la maquette d'un magazine People. Elle s'appelle Anne Mansouré d'Hiver Gauche. Elle est à Évreux-Ouest très précisément. Et son visage vous dit certainement quelque chose. Oui, oui, vous la connaissez, c'est la mère de Tristan Banon. Pour rappeler Tristan Banon, elle avait défrayé la chronique en 2011 avec l'affaire DSK. Fille et mère dans le même journal. La fille dessine en page 2 et elles avaient toutes les deux fait la une des journaux à l'époque. Ça doit être l'expérience. Merci beaucoup, Mickaël. Alors, dans ce journal des départementales, on va s'arrêter sur le rôle des départements. Si on connaît leur action en matière sociale, ils sont aussi incontournables en matière de développement économique. Vous allez le voir dans ce reportage, réalisé dans une laiterie d'Indre-et-Loire par Louis Sibyl et Mounir Soussi. Des briques de lait qui circulent à grande vitesse. Dans cette coopérative laitière, la cadence est élevée. Environ 200 000 briques par jour. Voilà 100 ans que cette entreprise collecte le lait dans la région de Tours. Pour faire face à la concurrence, elle s'est diversifiée et propose des produits finis comme du fromage, affiné, paillé ou encore salé avec grand soin. Avec cette gamme de marchandises, elle est devenue un pilier de l'économie locale. Si nous prenons en considération les salariés des éleveurs, les fournisseurs qui travaillent en permanence, que ce soit des transporteurs, des entreprises de maintenance autour et directement autour de la laiterie, c'est un peu plus de 500 personnes qui vivent directement de la laiterie. Pour rester compétitive, l'entreprise va donner un coup de jeune à ses installations. Sur ce terrain, par exemple, elle va construire une extension de son atelier. Pour réaliser les travaux, la coopérative a demandé des subventions, entre autres au Conseil général. Nous, on fait rail devant contre des gens qui pèsent plusieurs milliards de litres de lait ou de chiffre d'affaires. Donc on doit développer des modèles malins. C'est pour ça qu'on investit aussi, parce que sinon on est mort. L'une des compétences du département, c'est l'aide à l'immobilier d'entreprise. Sur 4,5 millions d'euros de chantier, le département donne seulement 150 000 euros. Une petite pierre à l'édifice, mais de quoi donner confiance aux banquiers pour investir. On est une caution sur la qualité entrepreneuriale du projet auprès de partenaires bancaires. Pour ce directeur, les départements ont un vrai rôle à jouer dans le développement des entreprises. Les communautés de communes n'ont pas toutes une structuration suffisamment forte pour être en mesure d'avoir un éclairage complet sur la situation des entreprises. Et à l'inverse, la région travaille sur un territoire extrêmement large avec, pour le coup, essentiellement le levier financier, celui de la subvention, mais pas celui de l'accompagnement de terrain. La proximité avec les entreprises serait l'atout de l'échelon départemental. Mais pour le directeur de la laiterie, c'est en réalité l'atout de toutes les collectivités territoriales. Ce sont des échelons qui peuvent mobiliser, en tout cas dans l'accueil des dossiers, dans la visite, dans le réseau. Avec la réforme territoriale, ce sont les régions qui auront un quasi-monopole pour développer le tissu économique. Région contre département, une bataille de compétences, et il y a de quoi en faire tout un fromage. Et j'accueille nos journalistes Saveria Rojek et Louis Sibyl. Alors Saveria avec vous dans un instant, on va voir les nouveautés de ce scrutin. Mais avant cela, on va parler avec vous, Louis, de ce reportage que vous avez réalisé en Indre-et-Loire. On vient de le voir, c'est très important pour les chefs d'entreprise d'avoir un département à leur côté. Ce qui est important pour les chefs d'entreprise, c'est d'avoir un échelon territorial. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin d'avoir des gens proches qui les connaissent. Autrement dit, l'Europe, l'État, c'est un peu loin pour eux. Par contre, après, qu'il s'agisse d'un département, d'une commune ou d'une région, ça ne fait pas forcément beaucoup de différence pour eux. Alors par exemple, en Indre-et-Loire, là où vous étiez, ce département a joué un rôle essentiel dans le développement économique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les départements ne font qu'accompagner les projets déjà portés par les régions. Les seuls projets où les départements sont véritablement autonomes, ils ont entièrement la liberté d'agir, c'est sur les aides à l'investissement immobilier, c'est-à-dire la création de nouveaux bâtiments. Par exemple, dans le reportage qu'on a vu, ce sont les nouveaux ateliers que la laiterie veut construire. Et ce type de projet, il y en a une quarantaine portés par le département d'Indre-et-Loire. Est-ce qu'il y a des contreparties à ces aides, Louis ?
Chaque département définit ses propres modalités d'aide. Ce qui prime souvent, c'est la création d'emplois. Par exemple, la laiterie s'est engagée à créer 27 emplois. Et en Indre-et-Loire, pour rester dans ce département-là, le plafond d'aide est à 45 000 €. Et après, le département peut donner plusieurs milliers d'euros par emploi créé. Merci beaucoup, Louis. Alors Saveria, je le disais à l'instant, pour ces élections, un scrutin inédit a été mis en place. Ça s'appelle le scrutin majoritaire binominal à un tour, à 2 tours. L'objectif, c'est de favoriser la parité. Oui, alors on va reprendre les choses au début, Delphine. Ce binôme paritaire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, pour élire les 4000 conseillers départementaux, vous ne votez plus pour un candidat, mais pour un ticket, un tandem femme-homme. L'objectif, bien sûr, c'est de forcer quasi mécaniquement la parité, puisque vous allez voter obligatoirement pour un homme et une femme. Jusqu'à présent, il n'y avait que 13,5% de femmes dans les conseils généraux. Après ces élections, il y aura donc bien 50% de femmes dans les nouveaux conseils départementaux. Alors concrètement, pour être élu au premier tour, le binôme doit obtenir au moins la majorité absolue des suffrages exprimés, c'est-à-dire plus de 50%, ainsi qu'un nombre de suffrages égal à au moins 25% des électeurs inscrits. Et au deuxième tour, comment ça se passe, Saveria? Alors, au second tour, l'élection a lieu à la majorité relative. Les 2 binômes arrivés en tête peuvent se maintenir, mais les autres doivent recueillir au moins 12,5% des inscrits. Et 12,5%, c'est un seuil très élevé qui rendra difficile pour les petits partis la possibilité de se maintenir au second tour. Je vous propose d'écouter à ce propos le politologue Thomas Guénolé. Ce mode de scrutin défavorise les petits partis parce qu'il met une barre pour se maintenir au second tour qui est à 12,5% des inscrits. Donc si vous avez une participation qui est de l'ordre de 60% dans le meilleur des cas, mais en fait, a priori, ce sera beaucoup plus bas, ça veut dire qu'un petit parti doit faire 25-30% des suffrages exprimés pour pouvoir se maintenir. C'est totalement inatteignable. Donc si vous n'êtes ni l'UMP avec tous ses alliés, ni le PS avec tous ses alliés, ni le Front National, oubliez, vous ne serez pas au second tour. En clair, les binômes arrivés 3e auront du mal à rester dans la course et encore plus à être élus. Merci beaucoup, Saveria. Alors tout de suite, on va voir les derniers échos de la campagne électorale. C'est la revue de presse quotidienne régionale de Pierre-Henri Gergonne. À 15 jours de l'ouverture des bureaux de vote, il est plus que temps pour la presse régionale de vous présenter ces fameux binômes. Un homme, une femme qui partent, vous le savez, à l'assaut des enceintes départementales. Dans cette perspective, eh bien, nous ne pouvons que saluer l'initiative très bienvenue du bien public en Côte d'Or. Les candidats sont en effet invités à envoyer sur le site internet du journal leur selfie pour mieux se faire connaître des électeurs. Beaucoup de visages nouveaux donc à découvrir, des visages toujours souriants. Les premiers à ce jour étaient à l'eau ont été Céline Maglica et André Gervais, candidats tous deux dans un canton dijonnais. Galerie de portraits donc à découvrir dans le quotidien bourguignon. Et c'est vrai qu'on les connaît peu, voire très peu, ces nouveaux candidats. Alors, Var Matin s'est lancé dans une grande étude concernant les 210 candidats du département. Et l'on y apprend que 1 sur 4 est à la retraite. Et pour la moitié d'entre eux, retraités dans la fonction publique. Une fonction publique bien représentée pour ce scrutin. Un candidat sur 4, en effet, occupe une fonction dans ce domaine, soit enseignant, professeur ou alors tout simplement fonctionnaire. Une touche de couleur quand même. Dans ce panorama varois quelque peu grisâtre, c'est une femme de lettres, une artiste, qui est candidate dans le bien joli canton de Solliès-Pont. C'est une conséquence du redécoupage récent des cantons. Certaines communes ont perdu le titre envié de chef-lieu de canton, tout simplement. Dans l'Eure-et-Loire, par exemple, leur nombre est passé de 25 à 15, à la suite, vous le savez, des grands coups de ciseaux du gouvernement. Parmi les perdants, la commune de Maintenon. Ça ne froisse pas outre mesure Michel Bélanger, le maire de la ville. C'est plus une corvée qu'autre chose, avoue-t-il, dans l'écho républicain. Surprenant également le peu d'enthousiasme chez le gagnant, une gagnante plus exactement, en l'occurrence Françoise Ramon. Elle est maire d'Épernon, le nouveau chef-lieu. Madame le maire qui regrette par avance la charge de travail et les coûts financiers supplémentaires. Et pour cause, les chefs-lieux de canton sont, de par la loi, les bureaux centralisateurs des toutes prochaines élections. C'est la fin de ce journal des départementales. Pour le revoir, notre site publicsénat.fr. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat.